Le système électrique français devrait connaître un hiver particulièrement tendu. Contrairement à l'hiver dernier, le recours aux importations d'électricité sur le marché européen pourrait ne pas suffire. Le président Macron a récemment affirmé qu'il n'y aurait pas de blackout, néanmoins les experts du secteur s'attendent à de possibles coupures organisées auprès des industriels et même peut-être auprès des particuliers, ce qui n'est pas arrivé depuis plusieurs décennies. L'un d'entre eux, Nicolas Goldberg, est mon invité pour cet épisode. Il est consultant en énergie chez Columbus Consulting. On va essayer de comprendre ensemble les enjeux de cette situation et ce qui peut être fait pour l'améliorer. Vous écoutez Échange climatique, épisode 24. Pourquoi la France risque-t-elle le blackout cet hiver ? Bonjour Nicolas Goldberg. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Nicolas Goldberg, je suis consultant dans le domaine de l'énergie pour une entreprise qui s'appelle Columbus Consulting, qui est un cabinet de conseil en transformation. Et moi, depuis une quinzaine d'années, j'accompagne des entreprises essentiellement dans le domaine énergétique, dans leur transition, dans leur réorganisation, dans les nouveaux marchés qui s'ouvrent, la réglementation européenne, la réglementation française qui évolue également, et bien évidemment la transition climatique. Donc le président Macron a dernièrement assuré qu'il n'y aurait pas de blackout en France cet hiver. Vous ne sembliez pas de cet avis. Est-ce que c'était une déclaration un peu de campagne, en l'occurrence de campagne législative ? Effectivement, j'ai trouvé ça particulièrement irresponsable d'avoir fait cette déclaration. C'est irresponsable politiquement, parce qu'il le sait. Enfin, ça fait 2 hivers déjà qu'on nous dit que c'est tendu sur le réseau. L'hiver 2020-2021, il y a même la ministre Barbara Pompili qui avait dit qu'il y avait un risque de coupure ciblée. Et déjà, à l'époque, il y avait un petit risque, mais il existait. Donc la ministre avait dit ça pour préparer et puis pour se dire, si jamais il y a un incident, au moins on l'aura dit. Là, le président a fait l'exact inverse alors que la situation a empiré et que le risque de coupure ciblée a augmenté. Donc j'ai trouvé ça particulièrement irresponsable déjà parce que c'est faux et que je pense que le président le sait. Et ensuite, j'ai trouvé ça particulièrement irresponsable parce que à la moindre alerte cet hiver, je ne parle même pas à la moindre occurrence, mais à la moindre alerte sur le risque de coupure, cette citation ressortira. Et ça, c'est quelque chose qui est de nature à briser la confiance entre le corps électoral et l'élite politique. Je pense que cette sortie était essentiellement politicienne à un moment de campagne pour dire à tout le monde, non mais calmez-vous, il n'y a aucun risque, c'est un chiffon rouge agité, dormez tranquille. Voilà, c'est particulièrement irresponsable, on le sait, il y a unanimité chez les experts pour dire ça, je pense que le président le sait aussi, et d'ailleurs les lois qui sont en train de préparer en ce moment de sécurité d'approvisionnement énergétique témoignent du fait qu'il savait, donc voilà, j'ai trouvé ça effectivement particulièrement irresponsable, ça m'a rappelé les masques servent à rien, qui a complètement alimenté le mouvement anti-masque derrière, hein. C'est-à-dire que quand on a reçu des masques, voilà, il y a un mouvement anti-masque qui a émergé et qui disait attendez, on nous disait que ça servait à rien, maintenant ça sert à quelque chose. Voilà. Là ce sera pareil, la citation va ressortir éternellement en disant je croyais qu'il n'y avait aucun risque, qu'on pouvait dormir tranquille. Voilà, je trouve que c'est très dommage on dit souvent que le peuple est défiant vis-à-vis des élites, mais les élites sont également défiantes vis-à-vis du peuple, et cette citation en témoigne, et c'est pas de nature à rétablir la confiance entre les votants et le corps politique. Avant qu'on essaie de comprendre pourquoi il y a un risque cet hiver, et un risque même accru par rapport aux hivers derniers, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce que c'est qu'un blackout ? Quelle est la différence avec des coupures d'électricité, par exemple à l'échelle d'un quartier ? Alors, il faut bien comprendre que souvent on dit que l'électricité, ça se stocke pas. Parce qu'effectivement, l'électricité, c'est un mouvement d'électrons, donc on ne stocke pas un mouvement. Par contre, ce qu'on peut faire avec l'électricité, mais qu'on ne fait pas très bien, c'est qu'on le transforme sous une autre forme qui ensuite peut donner de l'électricité. Typiquement, on peut utiliser l'électricité pour remonter de l'eau dans un barrage, et quand vous avez donc ça consomme de l'électricité, puis quand vous avez besoin d'électricité, vous lâchez le barrage, ça fait tourner une turbine, ça produit de l'électricité. C'est comme ça qu'on stocke, entre guillemets, de l'électricité. En fait, on la transforme sous une forme d'énergie potentielle pour ensuite en faire de l'électricité. Donc, à tout moment, il faut en fait que sur le réseau, la consommation soit égale à la production. Et ça, c'est extrêmement difficile à assurer. C'est pas comme quand vous vendez un stock de briques, où si tout le monde n'est pas servi, c'est pas grave, il y en a qui rentreront sans leurs briques, d'autres qui rentreront avec leurs briques. Là, si tout le monde n'est pas alimenté en électricité, personne ne l'est, sauf si on a recours à certains leviers. Quand on parle de blackout, en fait, techniquement,
ça veut dire que la France est complètement dans le noir. Il y a un arrêt complet. Ça, c'est quand même très très peu probable, justement parce qu'on activera des choses avant. Parmi les choses qu'on activera, le dernier levier qu'on a, c'est ce qu'on appelle les coupures ciblées. C'est-à-dire qu'on pourrait couper l'électricité dans certains quartiers, voire certaines villes, pendant 2 heures, et ensuite tourner justement pour éviter un blackout généralisé. Donc c'est pour ça que techniquement on parle de coupure ciblée. Après, je pense que si ça arrive, tout le monde parlera de blackout. Parce qu'en fait, si tout le monde est coupé dans le quartier, qu'on dit bah il y a eu un blackout, et qu'on vous dit non, non, ce n'est pas un blackout, c'est une coupure ciblée, en fait, vous vous en fichez. Vous avez vécu ça autour de vous avec un blackout. On dira blackout dans le quartier X ou Y, l'électricité a été coupée pendant 2 heures parce qu'on n'a pas réussi à faire en sorte que la production soit égale à la consommation. Donc on a dû couper des gens. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de blackout. Moi, j'essaye de nuancer ça en disant voilà, c'est des coupures ciblées. Après, on ne veut pas expliquer à des gens à qui on a coupé l'électricité pendant 2 heures que ce n'est pas un blackout. Eux le vivront comme ça, donc c'est pour ça qu'on en parle. Mais avant ça, il y a d'autres leviers. On peut couper des industriels, on peut baisser la tension sur le réseau et on peut faire ces coupures ciblées. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura un blackout, c'est du domaine de possible, mais je ne pense pas qu'il y en aura un. Par contre, les coupures ciblées, pendant 2 heures qui vont tourner sur plusieurs quartiers, ça c'est du domaine du possible, vu qu'on a très peu de production d'électricité et qu'en hiver, on en consomme beaucoup, en particulier en France où il y a beaucoup de chauffage électrique. Justement, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de ces leviers que dispose RTE? Donc RTE, c'est l'entreprise qui gère le réseau de transport d'électricité en France. De quels leviers dispose-t-elle pour détendre le réseau en urgence? Il faut comprendre comment fonctionne l'équilibrage du réseau. C'est-à-dire que 2 heures avant le temps réel, vous avez le marché qui fait son office. C'est-à-dire que vous avez les fournisseurs qui doivent acheter suffisamment d'électricité pour alimenter tous les consommateurs. Vous avez les producteurs qui doivent produire suffisamment. Tout ça est assuré par un système qu'on appelle les responsables d'équilibre. C'est-à-dire que quand vous avez un portefeuille de consommateurs ou un portefeuille de producteurs, vous êtes rattaché à un responsable d'équilibre et vous devez faire en sorte que sur votre périmètre, la production soit égale à la consommation. Et donc, si vous avez trop de production, il faut en vendre sur les marchés. Si vous n'en avez pas assez, il faut en racheter. Et sachant que parmi cet équilibrage production-consommation, il y a aussi la non-consommation. Donc, les effacements industriels, les effacements diffus qui peuvent être vendus sur les marchés. En gros, quand vous avez un bloc d'effacement, vous dites, moi je peux couper 4 mégawatts de chauffage électrique, vous pouvez le vendre aussi sur les marchés. Donc c'est ce qui participe à l'équilibrage, c'est là que les responsables d'équilibre et les acteurs de marché s'échangent de la production, de la consommation. RTE, à ce moment-là, n'a pas la main. C'est-à-dire qu'ils ont la main pour des congestions raison, tout ça, mais pas sur l'équilibrage production égale consommation. Après 2 heures avant le temps réel, donc de 2 heures jusqu'au temps réel, c'est là que RTE intervient. Donc c'est spécifique au modèle français, c'est pas comme ça dans tous les pays. Il y a des pays qui interviennent un peu après parce qu'ils disent non, il faut laisser faire le marché plus longtemps. En France, comme on a des moyens de production qui répondent un peu en longtemps, typiquement les centrales nucléaires, et qu'on aime bien ce système centralisé où il y a un acteur qui veille à ce que tout aille bien à la fin, c'est 2 heures avant le temps réel que RTE agit. Donc là, on est toujours dans le cadre d'un marché, mais à la main de RTE. C'est-à-dire que RTE a contractualisé un système de réserve. Vous avez les réserves tertiaires, les réserves secondaires, les réserves primaires qui réagissent toutes plus ou moins vite. La réserve tertiaire, c'est plutôt en une demi-heure. Réserve secondaire, 15 minutes, puis ensuite on a du 5 minutes. C'est-à-dire quoi des réserves? Des réserves, c'est des capacités de production ou de non-consommation que RTE a contractualisées pour se dire que dans la fenêtre opérationnelle de 2 heures, ils peuvent activer des leviers pour mettre les derniers coups de pinceau s'ils s'aperçoivent que la production n'est pas égale à la consommation. Et en fait, quand ils activent des choses dans cette fenêtre, ça veut dire qu'il y a des acteurs de marché qui n'ont pas fait leur boulot en amont. Donc RTE active le levier, puis après, ils refacturent ça au responsable d'équilibre en disant on estime que c'est vous qui vous êtes trompé. Donc, on vous refacture ça. Et typiquement, on coupe le courant pour une entreprise pendant quelques heures, quelques minutes. Alors, ça, c'est dans le cadre du marché. C'est-à-dire que les réserves, il y a des appels d'offres pour des réserves. La participation est volontaire. Donc, ça peut être de l'effacement, ça peut être aussi de la production. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir, par exemple, un groupe nucléaire qui vous dit moi, j'ai prévu de m'arrêter là pour ma maintenance. Par contre, si vous me prévenez une demi-heure avant, je peux décaler 2 heures ma maintenance et donc du coup, je produis plus pendant 2 heures.
Ça, c'est une flexibilité, c'est ce qui rentre dans le cadre des réserves tertiaires de RTE. Vous pouvez avoir des centrales à gaz qui vous disent bah moi, je ne suis pas au top de ma puissance, donc en 15 minutes, vous pouvez m'activer, je mets un petit peu plus de puissance. Et il y a une spécificité en France, c'est que quand vous êtes un producteur d'électricité, si vous n'êtes pas au max de votre puissance, vous êtes obligé d'offrir la puissance résiduelle sur le marché, sur le marché de l'équilibrage, en disant bah voilà, moi je suis une centrale de 800 MW, j'en produis que 600, donc il me reste 200, bah, vous êtes obligé de les offrir pour dire bah ça servira pour l'équilibrage réseau, par contre vous m'activez en tant de minutes et à tel prix. D'accord. Donc ça rentre encore dans le cadre de fonctionnement du marché qui est réglementé par l'Union européenne, tout ça. Si tout ça rate, alors déjà, faut comprendre quelque chose, c'est que déjà quand RTE reprend la main, on est censé être équilibré production égale consommation. C'est-à-dire que c'est les derniers coups de pinceau qu'on met dans cette fenêtre-là. C'est si un groupe a lâché, si finalement il y a un coup de vent en moins, si il y a un responsable d'équilibre qui s'est planté dans ses calculs. Mais normalement, c'est censé être à la marge. Le marché est censé s'équilibrer avant. Donc le marché s'équilibre. Ensuite, RTE met les derniers coups de pinceau. Et si là, dans le cadre de la régulation européenne des marchés, on n'arrive toujours pas à réguler le réseau, ou s'il y a un gros accident, là, on a ce qu'on appelle les leviers post-marché. Il y en a 3. Il y a ce qu'on appelle l'interruptibilité, qui est une sorte de bouton rouge. Vous avez quelques sites industriels en France qui sont rémunérés en fixe chaque année. C'est-à-dire et c'est d'ailleurs payé par tous les consommateurs dans leur facture d'électricité. Ça rémunère un certain nombre d'industriels qu'on peut couper en quelques secondes pour gagner l'équivalent de la production d'un EPR. Okay. Donc vous arrêtez en quelques secondes des industriels. Alors, ça s'appelle l'interruptibilité, c'est différent de l'effacement. L'effacement, c'est plus planifié, c'est contractualisé avec des appels d'offres, tout ça. Là, c'est des contrats gré à gré. C'est rémunéré essentiellement en fixe, c'est-à-dire qu'on ne rémunère pas quelqu'un parce qu'on l'a activé. Contrairement à l'effacement, où vous rémunérez en fixe pour la disponibilité, puis vous rémunérez en variable quand vous l'activez, là, il n'y a que du fixe. Et c'est en quelques secondes. Donc typiquement, les industriels peuvent perdre des batchs de production là-dessus. Typiquement, quand vous êtes un papetier, les processus industriels font que vous avez du bois dans votre chaîne et que si on vous coupe pendant un certain moment, vous pouvez perdre un batch parce qu'il est plus bon. C'est le cas aussi sur des fours industriels pour faire fondre du métal. S'il reste inactif pendant trop longtemps, vous pouvez prendre votre four et le mettre à la poubelle parce que le métal a durci. Donc ça, c'est le premier levier, c'est l'interruptibilité. On y a déjà eu recours, notamment en 2019, notamment au début de l'année 2020. Okay. Parce qu'il y avait une situation un peu tendue, puis il y a eu un incident, et donc pouf, on a activé. C'est le premier levier. Je pense qu'on y aura recours cet hiver à certains moments. On peut l'activer une dizaine de fois dans l'année. Le deuxième levier, qui n'a jamais été activé, mais qui pourrait l'être aussi cet hiver, c'est la baisse de tension généralisée sur le réseau. Ce que vous recevez chez vous, c'est du 220 volts et du 50 Hz. L'électricité, on dit que ça a une qualité. Elle est d'une certaine qualité, c'est-à-dire que si elle dérive en fréquence ou si elle dérive en tension, si vous recevez plutôt du 215 volts et 48 Hz, on dit que l'onde électrique est de moins bonne qualité. On peut faire le choix, pendant un certain temps, de baisser la qualité de cette onde électrique en baissant la tension. Au lieu d'envoyer du 220 volts, vous envoyez du 215 ou du 210, peut-être un peu moins. Ça n'a pas un effet visible. C'est un effet, ça dégrade un peu les équipements qui sont branchés au réseau. Ça fait que votre téléphone portable se charge moins vite. Mais c'est quand même assez... Les horloges changent d'heure. Les horloges peuvent en changer d'heure, effectivement. Mais c'est pas directement visible. Et ça permet aussi de soulager le réseau. On verra si on en a besoin cet hiver. Et le dernier recours, c'est les coupures tournantes. C'est là, pendant 2 heures, vous délestez des départs pendant 2 heures, et après vous tournez. Il faut bien comprendre que si vous coupez 200 000 foyers pendant 2 heures, que vous les rallumez, et qu'ensuite vous coupez 200 000 autres foyers pendant 2 heures, et que vous tournez comme ça pendant 6 heures, c'est comme si vous avez coupé 200 000 foyers pendant 6 heures, alors que l'on vu que pendant 2 heures, et ça permet de soulager temporairement le réseau. C'est clairement le levier que personne ne veut activer. Parce que, on a parlé de la différence entre un blackout et des coupures, c'est que si on coupe des gens, déjà ils vont se dire que pour eux c'est un blackout, clairement. Puis ensuite ils vont pas comprendre, ils vont dire mais pourquoi nous plutôt que d'autres, et ça a quand même un sentiment de déclassement.
Quand vous n'avez plus accès à l'électricité, c'est un bien de première nécessité, enfin, vous ne pouvez plus rien faire, c'est un énorme sentiment de déclassement social. Donc, on aimerait bien ne pas l'activer, toutefois, il est du domaine du possible et je pense qu'on en parlera. C'était quand la dernière fois en France qu'on a fait quelque chose comme ça? Bah, en France, on a fait des délestages. En fait, il y a eu un blackout dans les années 70, il me semble que c'était en 1978, justement parce qu'on n'a pas eu recours à ces coupures ciblées. Euh, il y a eu ensuite des autres tensions au milieu des années 80, où là, on a fait des délestages tournants. Donc le milieu des années 80, enfin, c'était il y a 40 ans. Hein. Depuis, on l'a plus fait. Enfin, d'autant plus que depuis, la France, historiquement, jusqu'à cette année, était largement exportatrice d'électricité, donc on n'avait aucun mal à équilibrer production égale consommation. Depuis 2020, on a quelques risques. Bon, je pense que l'hiver 2020-2021, le risque était faible mais existant. 2021-2022, on a passé cet hiver par chance, parce qu'il a fait beau. J'espère qu'on passera l'hiver prochain, mais la situation s'est dégradée depuis, notamment en raison des corrosions qu'on a découvertes sur le parc nucléaire et qui a obligé à arrêter les réacteurs les plus puissants. Donc justement, c'était la prochaine question. Quand vous dites des dates 2019, 2020, 2021, c'est vraiment récent, alors que ça faisait des années, des dizaines d'années que ce n'était pas arrivé. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les paramètres qui doivent s'activer en même temps? Est-ce que c'est une sorte d'alignement des planètes qui nous tombent dessus? Qu'est-ce qui se passe pour qu'en fait on arrive dans une situation aussi tendue, alors que comme vous disiez tout à l'heure, on était exportateur net il y a encore quelques années? Il faut refaire un petit historique. Depuis 2012, on a fermé énormément de centrales fossiles en France. 12 gigawatts, il me semble. Donc 12 gigawatts, c'est énorme. Hein. Enfin, un EPR, ça fait 1,6. Et les réacteurs les plus puissants, enfin les plus communs dans le parc nucléaire font 0,9. Donc quand je vous dis 12 gigawatts, c'est plus de 12 fois les réacteurs les moins puissants qu'on a sur le parc. Est-ce qu'on peut dire par ordre de grandeur, c'est à peu près 1/10 de la production totale aujourd'hui? La capacité totale, je veux dire? Alors la puissance installée, mais la puissance installée avec le renouvelable, c'est un peu traite, mais 12 gigawatts, c'est en gros un cinquième du parc nucléaire. Voilà, c'est 20% c'est comme si on avait fermé 20% du parc nucléaire. Pourquoi on l'a fait? En fait, on a déployé beaucoup de renouvelables, et ces centrales qu'on a fermées, c'est des centrales fossiles. Et le renouvelable est prioritaire sur le fossile, donc ces centrales fonctionnaient moins. Donc, elles n'étaient plus rentables, et tout le monde s'est dit que d'un point de vue écologique, c'était une bonne idée de les fermer aussi. Donc, de facto, elles ont fermé. Si vous prenez un pays comme l'Allemagne, par exemple, pour des questions de maintien de l'emploi, l'Allemagne a fait autre chose, c'est qu'ils ont dit on les met sous concon, c'est des réserves stratégiques. C'est-à-dire que ça sort du marché et puis c'est de la réserve stratégique. C'est peu transparent, ça coûte cher aux consommateurs, hein, parce que si vous maintenez une centrale qui ne sert à rien, il faut quand même la financer. Hein. C'est aussi pour ça qu'ils rallument du charbon en ce moment et qu'ils sont moins exposés à un blackout que nous. Mais donc voilà, il faut prendre cet élément structurant. On a 12 gigawatts en moins et c'est 12 gigawatts pilotables. On a fermé Fessenheim aussi. Bon, Fessenheim, c'était 1,8 gigawatts. Hein. Donc, vous comparez 12 par rapport à 1,8. Bon, c'est pas Fessenheim qui nous aurait sauvés, mais ça a déplacé le curseur dans le mauvais sens. Et dans ce contexte, on a aussi fait le choix, qui selon moi est le bon, de prolonger notre parc nucléaire. C'est-à-dire que on a dit, voilà, à la quatrième visite décennale, donc pour avoir une autorisation jusqu'à 50 ans, il faut une inspection de l'ASN et il faut certains travaux. Ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que l'ASN a dit, vous me hissez tous les réacteurs que vous voulez prolonger à un niveau de sûreté équivalent à celui de l'EPR. Donc vous installez des cuves récupératrices de corium, vous faites d'autres choses. Vous mettez aussi à niveau post-Fukushima, donc avec des diesels d'ultime secours, en plus des diesels de secours. Donc il y a énormément de travaux à réaliser. Et ça, en fait, dès le milieu des années 2010, RTE avait déjà dit, attention, si on ferme le fossile, qu'on ferme Fessenheim et qu'on prolonge tout le parc, il y a une période entre 2020 et 2024 qui va être difficile à passer en marge négative parce qu'on aura fermé beaucoup de fossiles, beaucoup de pilotables, qu'on va fermer aussi les dernières centrales à charbon. Il faut se rappeler que c'était un engagement du candidat Emmanuel Macron en 2017. Donc RTE a dit, si on met ça bout à bout, ces 4 hivers-là, ils vont être difficiles à passer parce qu'on aura beaucoup de réacteurs nucléaires qui seront en travaux de prolongation.
Parce que les travaux de prolongation du nucléaire, c'est 6 mois d'arrêt. Donc il faut bien les placer à un moment. Évidemment, l'hiver, c'est pas favorable, mais bon, vous pouvez pas tout placer l'été. Donc c'est ce qui fait qu'on savait déjà que le réseau serait sans marge entre 2020 et 2024. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? La situation a empiré. La situation a empiré parce que l'EPR de Flamanville a pris du retard. Même les parcs offshore éoliens ont pris du retard. On a eu le Covid qui a obligé à décaler certaines maintenances. Donc, ce qui fait que sur le parc nucléaire actuel, on a une dette de maintenance technique courante. Ce qui fait que c'est un petit peu compliqué. On a déjà déplacé des maintenances de réacteurs en 2020 et en 2021 parce qu'on savait que c'était tendu, mais on ne peut pas le faire éternellement. Donc ça, ça a été un premier facteur aggravant. Et le deuxième facteur très aggravant, c'est qu'on a découvert des corrosions sur des systèmes de sûreté du parc nucléaire, et en particulier sur les réacteurs les plus puissants. Donc ça fait qu'il y a des réacteurs nucléaires qui ne vont pas du tout produire cette année. Les centrales de Civaux et Chaux, qui sont là où il y a les réacteurs les plus puissants, ne produiront pas d'électricité cette année. Donc, on avait une situation qui était déjà tendue, on a eu des choix économiques et politiques qui ont été faits, et à tout ça, on a ajouté des imprévus, donc essentiellement le Covid, et surtout ces corrosions sur des circuits de sûreté du parc nucléaire. Donc tout ça fait que c'est tendu. Et la guerre en Ukraine? Alors sur la guerre en Ukraine, je relativiserai son impact sur notre sécurité d'approvisionnement électrique. Aujourd'hui, si on fait tourner toutes les centrales à gaz à fond, tout ça, et qu'on apporte au max, on a quand même un problème. Ça veut bien dire que c'est pas la crise ukrainienne qui a créé un problème sur notre système électrique. Toutefois, ça peut être un facteur aggravant qu'on a du mal à quantifier aujourd'hui, parce que les centrales à gaz françaises, on arrivera à les alimenter, parce qu'on n'en a pas tant que ça, on a 13 gigawatts, donc c'est pas énorme. Par contre, il y a un sujet sur est-ce que nos voisins seront capables d'alimenter leurs centrales à gaz, et surtout est-ce qu'ils voudront le faire. Et du coup, ça fait peser une incertitude sur notre capacité d'import. Pareil, notre capacité d'import, elle est existante mais limitée, c'est 13 gigawatts, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a de centrales à gaz installées chez nous. Ça met une incertitude sur est-ce qu'on sera capable d'importer à fond. Mais si on lève cette incertitude, on en a quand même un énorme problème sur le système électrique. Une question aussi, c'était sur l'état un petit peu du réseau européen. Est-ce que nos voisins sont dans la même situation que nous? Alors évidemment, les risques de corrosion, c'est très spécifique à nos centrales. Mais est-ce qu'ils préparent aussi un hiver tendu? Et est-ce que c'est justement cette interconnexion n'augmente pas finalement les risques de blackout, mais plus généralisés? Alors la réponse à ça est clairement non. Les interconnexions n'augmentent pas le risque de blackout généralisé, puisque de toute façon, il y a toujours moyen de se découpler. Ça a été le cas en Allemagne, par exemple, en 2006, quand ils ont fait des tests et qu'il y a un bateau qui a cassé une ligne. L'Allemagne a été divisée tout de suite en plusieurs zones électriques et a été découplée justement pour éviter une propagation du problème. Donc non, les interconnexions n'augmentent pas le risque de blackout généralisé, justement parce qu'il y a les systèmes qui permettent de se découpler et qui permettent d'éviter ça. Ensuite, sur comment est-ce que ça se passe chez nos voisins, globalement, il faut voir que chez nos voisins, il y a encore beaucoup de centrales pilotables, essentiellement charbon, et qu'ils ont construit beaucoup plus de centrales à gaz que nous. Donc c'est une catastrophe pour le climat, bien évidemment. Par contre, pour la sécurité d'approvisionnement, c'est moins un problème. En Allemagne, il reste 40 gigawatts de charbon. Alors j'entends souvent les écolos, et particulièrement les anti-nucléaires, nous dire « Oui, mais ils ont prévu de fermer toutes leurs centrales à charbon d'ici 2030 ». Soyons clairs, je suis très sceptique sur cet objectif, bien que je le souhaite énormément. Mais du coup, c'est ce qui est de nature à leur assurer quand même une certaine sécurité d'approvisionnement. Donc nos voisins sont moins touchés. En revanche, alors, à part la Belgique, qui, elle, ferme ses centrales nucléaires sans avoir prévu l'après. Donc ils vont se dire qu'ils vont construire des centrales à gaz, ils ont du mal à les faire sortir de terre, et puis bon, des centrales à gaz en ce moment c'est un petit peu compliqué de les alimenter, donc il y a quand même un gros risque également en Belgique. C'est moins le cas dans d'autres pays, typiquement l'Allemagne qui a encore 40 gigawatts de charbon installés et qui en réactive d'autres, celle de sa fameuse réserve stratégique. L'Angleterre a peut-être un peu touché parce qu'eux ont quitté le marché européen. Là, ils sont en train de rallumer aussi des centrales à charbon. Il faudra voir comment ça évolue. En tout cas, si tout le monde remplit ses objectifs de sortie du charbon, là, il y a un problème. Malheureusement, je ne pense pas que ce sera le cas. Il va falloir quand même doubler, voire tripler tous les investissements qu'on fait sur le réseau électrique, justement pour pouvoir se prévenir de ces blackouts à certains endroits en Europe, en particulier en France, mais également chez nos voisins, sachant que nos voisins, eux, ont moins de scrupules visiblement à brûler du charbon pour avoir une sécurité d'approvisionnement.
j'exagère un petit peu quand je dis que nos voisins sont pas à risque. C'est le cas pour l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie sont pas spécialement à risque. La Belgique l'est énormément parce qu'ils ferment leur nucléaire et qu'ils n'ont rien prévu d'autre après. Le UK donc a quitté le marché européen, donc il y a encore des échanges qui se font, mais qui sont moins encadrés et il y a moins un devoir de solidarité électrique. C'est ce qui fait que chez eux, ça pourrait être aussi un peu plus tendu. Il y a la Suisse également, pour les mêmes raisons que la Belgique, qui sort du nucléaire, qui aimerait bien faire émerger des centrales à gaz, mais ça c'est pareil. Enfin, en Belgique, en Suisse, pardon, c'est compliqué parce que vous avez une opposition de la population pour des bonnes raisons, mais c'est aussi compliqué parce que construire une centrale à gaz en ce moment, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a aussi une opposition très forte à l'éolien en Suisse. Donc c'est ce qui fait que tout ça met la Suisse sous tension. J'ai fait des interviews avec la presse suisse qui me disait les Français là, vous faites pas marcher votre parc nucléaire, du coup ça nous met à risque. Et bah oui, effectivement, mais on est tous dans le même bateau, donc il y a un risque chez certains de nos autres voisins, et tous ceux qui ont gardé leur centrale à charbon sont moins à risque. Mais enfin bon, c'est quand même une catastrophe pour le climat et ces centrales à charbon elles doivent fermer. Donc c'est bien de prendre des objectifs de fermeture, il faudra les respecter, et si eux les respectent, il y aura un problème, mais à terme, j'espère qu'on déploiera beaucoup plus de renouvelables, beaucoup plus d'efficacité énergétique, peut-être un petit peu de nucléaire pour les pays qui le peuvent, et qu'on arrivera à stabiliser la situation avec de l'efficacité, du renouvelable et un peu plus de pilotable. Donc tout le monde croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de vague de froid prolongée et que le vent souffle en hiver. Alors ça, c'est également quelque chose qu'il faut dire, c'est que nos voisins, par contre, sont moins ce qu'on appelle thermosensibles. C'est-à-dire que la France est un pays où on se chauffe quand même plus que les autres à l'électrique. Donc quand vous avez 1 degré de moins, bah, vous avez un énorme appel en puissance en plus. Et on dit qu'en Europe, quand il y a 1 degré de moins, l'appel de puissance supplémentaire se fait pour moitié en France. C'est-à-dire que quand vous avez 1 degré de moins, ça augmente de X, la consommation augmente de X mégawatts, et pour moitié, c'est la France qui est responsable de cette augmentation. Donc du coup, le froid joue surtout pour la France. Au niveau électrique, par contre, au niveau gazier, la thermosensibilité est beaucoup plus forte chez nos voisins, et donc c'est aussi pour ça que nos voisins espèrent un hiver froid, hein, parce qu'il y a quand même des risques d'approvisionnement sur un hiver chaud, pardon, parce qu'il y a quand même un risque d'approvisionnement sur le gaz. Et alors, il faut bien comprendre qu'on a déployé beaucoup d'éoliens en Europe, y compris en France. Aujourd'hui, l'éolien, c'est 10% de la production d'électricité, donc le vent est devenu un facteur structurant de la sécurité d'approvisionnement. Donc on espère qu'il y ait du vent, effectivement, et qu'il fasse pas trop froid. Et sur l'éolien en particulier, ce que j'aimerais dire, c'est que la situation électrique dans laquelle on est fait que toute éolienne raccordée au réseau électrique sécurise l'approvisionnement. Parce que ça nous fait de l'électricité en plus, elle n'est pas certaine. Mais avec une vision probabiliste, elle apporte une certaine sécurité d'approvisionnement. Et pendant les dernières vagues de froid de 2012, l'éolien produisait quand même particulièrement beaucoup. Donc voilà, quand il fait froid, il n'y a pas forcément pas de vent, contrairement à ce qu'on peut entendre. Oui, les anti-éoliens, c'est ce qu'ils ont dit notamment sur l'année dernière, mais du coup, c'est pas forcément un fait en hiver, c'était un peu exceptionnel de l'année dernière. Bah, l'éolien produit plus en hiver qu'en été. Donc quand on vous dit quand il fait froid, il n'y a pas de vent, c'est pas forcément vrai. C'est quand il y a un froid anticyclonique. Mais c'est pas la majorité des froids. Et quand vous regardez la situation de 2012, on avait un facteur de charge de l'éolien qui est exceptionnel. Alors certains vous diraient, oui mais c'est un coup de bol, on peut pas prévoir le vent, certes. Mais du coup, quand vous avez de l'éolien, quand il y a du vent, vous avez une certaine sécurité d'approvisionnement et vous brûlez moins de gaz. Il faut voir qu'en France, aujourd'hui, en 2022, on brûle du gaz en bande. Donc toute production renouvelable supplémentaire en France aujourd'hui efface du gaz. Donc pour pas dépendre de la météo cet hiver, qu'est-ce que peut faire le gouvernement, ou qu'est-ce que est déjà en train de faire le gouvernement? Alors, il faut différencier les horizons de temps. Forcément, cet hiver, on parle de dans 4 mois, les leviers ne sont pas pléthoriques. C'est-à-dire que dans la loi de pouvoir d'achat et sécurité d'approvisionnement énergétique, vous avez 4 mesures, essentiellement sur le fossile, ce que je trouve extrêmement dommage. C'est remplir les cuves de gaz, simplifier administrativement pour installer un terminal de GNL. Vous avez la reprise en main des centrales à gaz et vous avez le rallumage de la centrale à charbon de Saint-Avold. Dans ces simplifications administratives pour un terminal méthanier, c'est dans le but de le faire de le faire construire pour l'automne 2023. Donc on voit bien que pour cet automne, c'est fichu. Ce que je regrette énormément, c'est qu'on a pris des simplifications administratives pour un terminal méthanier, on n'en a pas pris pour le renouvelable. Il y a énormément de projets éoliens et solaires qui sont coincés dans des files d'attente
En ce moment, on a reporté ça à la future loi de simplification administrative sur le renouvelable. Je pense que faire passer cette loi avec des minorités qui pèsent, RN et LR, ça va être compliqué de mettre des choses sur l'éolien et peut-être même sur le solaire. Donc ça aurait été mieux de profiter d'une loi d'urgence pour faire passer ça. Et déjà, sur les 4 éléments que vous avez évoqués, c'est tous des éléments qui visent à produire plus Oui. d'énergie. Bah, c'est des éléments qui visent à produire plus. Après, sur la consommation, jouer sur la consommation, il faudra de toute façon le faire. Il faudra être plus sérieux quand même sur la rénovation, la performance énergétique des bâtiments et pas seulement les bâtiments résidentiels. Sur les bâtiments tertiaires, il y a énormément de gisements d'économie. Il y a énormément de lampes qui sont allumées alors qu'elles ne servent à rien, d'écrans qui diffusent 3 fois la même pub côte à côte. Il faut bien voir aussi que dans les bâtiments tertiaires, les bureaux, on commence à chauffer quand les gens arrivent sur les bureaux, donc à 8 heures. RTE alerte pour dire attention, les tensions sur le réseau ne sont plus seulement à 19 heures, mais elles sont également entre 8 heures et 13 heures. Donc, typiquement, dans le tertiaire, quand tout le monde arrive au bureau et que tout le monde met le chauffage. Donc là, il y a énormément de leviers à aller chercher. Depuis le 1er avril, les terrasses chauffées sont interdites. J'espère que ce sera respecté. C'est pareil pour le chauffage dans les bâtiments publics. Ne pas chauffer à 19 degrés, c'est déjà dans la loi en fait. C'est seulement pas du tout respecté. Donc, il serait important de prendre des mesures là-dessus, d'être plus sérieux sur la performance énergétique, d'avoir aussi quelques mesures symboliques. Typiquement, moi, j'entends beaucoup la consommation des panneaux publicitaires. Les panneaux publicitaires, il y en a entre 9 et 10 000 en France. C'est à peu près 20 gigawattheures de consommation électrique sur l'année. C'est pas énorme, mais c'est symbolique. C'est-à-dire que quand on va vous envoyer des alertes EcoWatt pour dire faites attention à votre consommation d'électricité entre 8h et 13h, si derrière vous voyez une ribambelle de panneaux publicitaires allumés, ça vous passe. C'est inaudible. Voilà, c'est inaudible. C'est pareil sur l'éclairage de certains monuments. Alors, j'adore nos beaux monuments en France, mais quand on dit que ça va être tendu un soir, c'est peut-être le moment où on se dit qu'il ne faut pas allumer la Tour Eiffel. Donc, bien évidemment, pas allumer la Tour Eiffel, ça fait économiser pas grand-chose en termes d'énergie. Par contre, c'est symbolique, et les symboles, ça éduque. Donc, c'est vers ça qu'il faut arriver à travailler, c'est les éco-gestes, inciter les gens à faire les éco-gestes, montrer l'exemple, agir sur le tertiaire au niveau des entreprises. On parle beaucoup de l'industrie. L'industrie a déjà beaucoup travaillé sur son efficacité énergétique. Il y a encore des efforts à faire, mais pour eux, c'est un facteur de compétitivité, donc ils y ont déjà travaillé. Par contre, dans le tertiaire, dans les bureaux, il y a énormément de choses à faire. Il faut aussi être plus sérieux sur la rénovation énergétique, arriver à montrer l'exemple, généraliser le déploiement d'EcoWatt. Alors ça, le gouvernement ne veut pas le faire pour le moment parce qu'ils veulent éviter de trop emmerder les Français, comme on dit. Mais ça, il va falloir le faire parce qu'en fait, si vous envoyez les bons signaux. C'est quoi EcoWatt? Alors, EcoWatt, c'est une application de RTE qui vous donne l'état de la sécurité d'approvisionnement et qui peut vous envoyer des alertes en disant voilà, demain on a une alerte orange ou alerte rouge. Donc, entre midi et 13h, si vous pouvez couper certains usages, ça nous arrangerait. Donc ça c'est hyper important parce que si vous donnez les bons signaux aux gens, les expérimentations ont montré que les gens réagissent. On peut économiser 1 ou 2 réacteurs nucléaires comme ça, simplement en décalant sa lessive. Donc il y a des choses à faire comme ça. Il y a autre chose, c'est que les signaux tarifaires, les heures pleines, heures creuses, les tarifs tempo, EJP et autres, ils commencent à dater un petit peu. Et même si vous prenez un tarif réglementé tempo d'EDF, donc c'est un tarif sur 6 index, où vous avez des jours bleus, blancs, rouges et des heures pleines, heures creuses au sein de ces jours. Donc ça envoie les bons signaux. Par contre, c'est un tarif réglementé, donc EDF n'a pas le droit de faire de la pub pour ça, ce qui est un petit peu dommage. C'est très loin d'être généralisé et surtout le placement des heures creuses n'est pas toujours très bien fait parce qu'il est un peu ancien. Donc il y a peut-être une rénovation des signaux tarifaires à faire. Donc voilà, on est sur déjà économiser structurellement avec l'isolation des bâtiments, la performance énergétique, penser aux éco-gestes, mieux maîtriser les bâtiments tertiaires et le résidentiel, et ensuite envoyer les bons signaux, que ce soit les signaux tarifaires, que ce soit les signaux d'alerte. Voilà, c'est sur tout ça que le gouvernement essaye de travailler. On y vient un petit peu tard, c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, ce sera des options sans regret, puisque les tensions vont durer quand même un certain temps, et puis même pour l'avenir, il faudrait qu'on ait un usage plus responsable de l'électricité et de l'énergie en général, donc arriver à envoyer les bons signaux et avoir les bonnes économies d'énergie. Créer une certaine culture autour de la consommation d'électricité. Voilà, et d'énergie de manière générale.
Donc sur le gouvernement, Agnès Pannier-Runacher donc a évoqué dans un tweet un plan qu'elle décrit tel quel, une baisse de 10 d'ici à 2 ans, des consos d'énergie sur nos installations existantes. Une première étape pour atteindre en 2050 moins 40 et elle parle aussi voilà, donc ce plan, elle le décrit comme un plan d'action pour la sobriété énergétique. Quelque chose me dit que quand elle dit sobriété, elle ne parle pas de la même sobriété que Cyril Dion. Alors, effectivement, faut déjà dire deux choses. Moins 10% de consommation d'énergie. Donc là, c'est toute énergie confondue, hein. Ça ne concerne pas seulement l'électricité et le gaz, mais également le pétrole, donc la mobilité. Euh, Moins 10% en 2 ans, c'est inédit. On ne l'a jamais fait, à part en période de crise. Mais là, on peut se dire qu'on est quand même en période de crise. Mais la différence avec les autres crises, c'est que celle-là, on la voit venir. Début mars, on se disait toujours que le Covid n'allait pas arriver en France. 2 semaines plus tard, on était tous confinés. Donc on a eu une baisse brutale de consommation d'énergie, mais ça, on ne l'a pas vu venir. Là, on est face à une crise différente. C'est une crise de prix et une crise de sécurité d'approvisionnement. Mais on sait que ça va arriver. Donc on peut l'anticiper. Par contre, moins 10%, c'est énorme. On ne l'a jamais fait. Enfin, pour ceux qui s'en souviennent, les premiers paquets énergétiques de l'Union européenne, c'était 20% d'économie d'énergie en 20 ans. On a raté cet objectif. Euh, donc là, faire moins 10 en 2 ans, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse 5 fois plus vite que ce qu'on avait prévu de faire, et sachant que les gisements qu'on va chercher, en général, c'est le plus facile. Donc là, ça va être les gisements les plus compliqués qu'il va falloir aller chercher et le faire 5 fois plus rapidement. Ensuite, sur la sobriété, il y a une confusion générale entre la sobriété et l'efficacité. Il y a beaucoup de gens, quand ils vous parlent de sobriété, derrière, ils vous parlent d'efficacité énergétique dans les bâtiments et d'isolation. Ça, c'est de l'efficacité. C'est-à-dire que vous raisonnez à service équivalent, mais vous le faites de manière plus efficace. La sobriété, c'est tout ce qui implique un changement d'usage. Un changement d'usage qui fait que vous êtes plus sobre en consommation énergétique. Et ça revêt plein de choses, en fait. Et il faut bien voir qu'est-ce qu'on met derrière. Et pour avoir assisté à beaucoup de concertations sur la sobriété énergétique, personne ne met la même chose derrière. Donc, il faut bien voir que la clé de sobriété, c'est dire qu'il y a un changement d'usage. Typiquement, plutôt que de chauffer à 21 chez vous, vous chauffez à 19 et vous mettez un pull, c'est de la sobriété, puisqu'il y a un changement d'usage. Mais ça, c'est individuel. On peut réfléchir également à une sobriété collective. Typiquement, vous êtes dans un milieu urbain dense, la ville met en place une grande politique du vélo. Du coup, beaucoup plus de gens se déplacent à vélo ou dans les transports en commun et donc continuent de se déplacer, mais en étant plus sobre en énergie. C'est de la sobriété collective. C'est une offre publique de sobriété, si vous voulez. Vous mettez des espaces partagés avec de l'électroménager plutôt que chacun une machine à laver chez soi. C'est de la sobriété aussi, mais c'est de la sobriété collective. Il faut bien voir que dans certains cantons suisses, donc pas tellement le tiers-monde, il est interdit d'avoir certains appareils électroménagers individuels chez soi. Vous avez nécessairement un espace partagé pour la machine à laver. Donc et je vais terminer sur un exemple clivant, 110 km/h sur l'autoroute, limité à 110 plutôt que 130 sur l'autoroute, ça fait économiser de l'essence. Et ceux qui ont eu le permis récemment le savent très bien parce que c'est une question du code. C'est de la sobriété, mais c'est pas la sobriété individuelle, c'est de la sobriété collective. Donc ça se joue à plusieurs niveaux, donc le collectif et l'individuel. Effectivement, suivant ce que vous mettez derrière, je mange moins de viande, je consomme moins, je me déplace à vélo, on éteint les panneaux publicitaires, il y a des actions individuelles, des actions collectives, il y en a qui ont trait à la loi, d'autres des choix individuels. Donc effectivement, quand on parle de sobriété, ça a différentes facettes. Il faut bien voir que la facette principale, c'est celle du changement d'usage. Ceux qui disent on va faire de la sobriété, on va isoler les bâtiments, se trompent. Je pense qu'il y a une confusion un petit peu volontaire là-dessus, de se dire si regardez, la sobriété collective, on le fait puisqu'on isole les bâtiments. Mais effectivement, c'est pas ça. La ministre aussi s'est convertie. Maintenant, elle dit efficacité et sobriété. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'elle met derrière sobriété. Il faudra voir. Mais c'est effectivement, quand les gens parlent de sobriété, il faut toujours demander ce qu'ils mettent derrière, parce que ça peut revêtir différentes facettes. On sent que le terme n'est pas trop populaire quand on est au pouvoir. Est-ce qu'il faut arrêter avec le blocage des prix ? Parce que vous le dites, on a le temps de voir venir, mais par contre, on ne sent pas vraiment la crise venir, on ne le sent pas vraiment réellement, parce qu'il y a ce blocage des prix, ce bouclier qui protège un petit peu le consommateur et qui garde les prix plus ou moins stables. Est-ce qu'il faut arrêter ? Est-ce qu'il faut passer à, je sais pas moi, les chèques énergie, par exemple ? Alors, sur le blocage des prix, c'est intéressant votre question, parce que quand on dit là, aujourd'hui, on a un blocage des prix. Ça dépend de qui, en fait. Donc, on a bloqué le TRV à 4%.
Les électro-intensifs, on Donc a... le gaz. TRV, c'est le gaz, c'est ça? Alors, le tarif régulé, on a bloqué le tarif régulé du gaz qui s'éteint cette année, fin 2023. Et on a bloqué aussi à 4% d'augmentation le tarif régulé de l'électricité. Ça a eu quelques conséquences. Ça veut dire que l'État a dû baisser les taxes et a dû amputer EDF d'une partie de ses recettes également, en leur disant, en fait, il y a 20 TWh de nucléaire, vous ne les vendez pas sur le marché, vous le vendez à 46 euros. Et donc ça se chiffre en milliards de manque à gagner pour EDF. Sur le TFV gaz, c'est un petit peu différent. Comme on ne produit pas de gaz, on a dit on indemnisera les fournisseurs et on fera une baisse de taxes si besoin. Il faut bien voir que le coût de l'énergie, ça a des effets... c'est assez structurant dans notre société. C'est un facteur de compétitivité pour les industriels. Vous avez des industriels, 60% de leur coût, c'est de l'énergie. Et après, ils vendent sur un marché mondialisé, donc ils ne peuvent pas indexer à l'aval ce qu'ils vendent sur leur coût amont. Donc c'est un facteur de compétitivité. Et d'ailleurs, quand on parle de réindustrialisation en Europe et qu'on voit les prix délirants qu'on a, moi je suis extrêmement inquiet. Donc il y a une nécessité de régulation. Et pour les particuliers, c'est un facteur de cohésion sociale. L'énergie, c'est un bien de première nécessité. Et en fait, vous avez assez peu d'élasticité au prix. C'est-à-dire que plus les prix montent, on se dit plus les prix montent, moins les gens vont consommer. En fait, non. Vous augmentez le prix de la baguette à l'infini, c'est pas pour ça que les gens vont acheter moins de baguettes. Ils vont rogner sur d'autres choses. Parce que c'est un bien de première nécessité. Donc, il fallait modérer le coût de l'énergie parce que socialement, c'était pas viable pour certaines personnes et qu'il y avait une question de compétitivité derrière, donc d'emploi. Et en fait, le gouvernement voulait aussi éviter l'effet domino en pleine crise, de se dire, on fait rien sur l'énergie, du coup des usines ferment, du coup des gens au chômage. Et là, on est reparti pour un Lehman Brothers comme en 2008. Seulement, il y a un problème, c'est que quand on bloque les prix, on anesthésie le signal prix qui dit, attention, c'est la crise, il va falloir prendre des mesures un peu dures. Donc là, c'est ce qui fait qu'on arrive au bout du système selon moi. Je pense que les prix, c'était bien de les bloquer. Par contre, on les a bloqués indifféremment pour tout le monde et sans limite de temps. Donc c'est bien parce qu'on a moins d'inflation importée en France par rapport aux autres pays. Par contre, on n'a pas pris, on a complètement anesthésié le sentiment d'urgence. Si là, on commence à se réveiller cet été en se disant qu'il faut faire des choses, c'est bien évidemment parce qu'il y avait des élections présidentielles et législatives avant et qu'on ne voulait pas emmerder les Français. Par contre... les Français n'ont pas senti un sentiment d'urgence. Parce que, oui, ça a augmenté, mais bon, pas tant que ça, finalement. Donc, sur la suite, moi, ce que je préconise, c'est qu'effectivement, il faut des mesures plus ciblées. Il faut laisser le signal prix faire. Par contre, il faut des mesures ciblées pour les précaires et pour les industries qu'on veut préserver. Mais alors, par contre, comment est-ce que vous définissez ça ? Comment est-ce que vous définissez les précaires, qui a le droit, qui n'a pas le droit, sous quelle forme vous le mettez ? Est-ce que vous faites des réductions d'impôts ? Est-ce que vous envoyez des chèques verts ? Est-ce que vous faites d'autres baisses mystères ? Et sur les entreprises, qui vous financez ? Et après, est-ce que vous ne distordez pas le marché européen à faire ça ? C'est plus compliqué. Donc là, en fait, comme on a réagi dans l'urgence, on a fait un blocage généralisé. Pour la suite, il faudra des mesures beaucoup plus ciblées. Par contre, les mesures ciblées, politiquement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que forcément, il y en a qui seront ciblés, il y en a qui ne seront pas ciblés. Derrière, il faut le justifier. Merci beaucoup, Nicolas Goldberg. Merci à vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. La prochaine fois, nous parlerons de réindustrialisation de la France. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et si le sujet vous intéresse. Merci au studio 1212 d'avoir produit cet épisode, à Gilles Marteau pour la musique et à vous bien sûr pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.